Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de l'Intelligent TV. Bienvenue dans cette émission Les Entretiens. Nous recevons Aziz Dabo. Il est le directeur exécutif du think tank Prospective. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci. C'est à moi de dire merci aux amis, aux frères ivoiriens pour l'hospitalité en terre ivoirienne. Chaque jour que Dieu fait, je rencontre un frère burkinabé ici en Côte d'Ivoire. Je rencontre ici un frère ivoirien qui me parle souvent en langue locale. Ça démontre que ces deux pays sont unis par l'histoire, sont unis par un certain nombre de choses. Donc je suis vraiment très content d'être dans la ville d'Abidjan où je déguste de l'attiéké pratiquement tous les jours. Donc franchement, merci à vous. Merci pour nous aussi, nous sommes très contents, très heureux de vous recevoir, de vous accorder cette hospitalité à l'ivoirienne. Merci encore une fois de plus pour votre présence ici à Abidjan, précisément dans les locaux de l'Intelligent TV pour ce numéro de notre émission Les Entretiens. Alors, Aziz Dabo, comment vous pouvez expliquer votre présence ici à Abidjan, au-delà de l'attiéké? Au-delà de l'attiéké, il faut dire que je suis dans le cadre de ce que j'appellerais certaines consultations dans certains pays africains, parce qu'avec des camarades, avec des amis, au vu de la situation sociopolitique, sécuritaire de notre pays et aussi de ce qui se passe sur le continent africain, nous avons décidé de lancer un think tank. Un think tank, c'est un groupe de réflexion d'idées qui nous permettra de réfléchir davantage aux difficultés, d'anticiper certaines situations, de proposer des solutions idoines à nos pays, de travailler aussi à fédérer les énergies, de travailler à fédérer les compétences, de travailler à fédérer les postures, les positions, l'intelligentsia de nos pays. C'est une forme de promouvoir l'entraide, la solidarité. Donc, à travers certains déplacements que j'effectue actuellement, ça me permet de rencontrer des personnes avec qui, bien sûr, nous allons mener un certain nombre de réflexions. Nous allons travailler ensemble. Nous allons unir nos forces, nous allons unir nos énergies parce que l'Afrique a un énorme potentiel qui est ce que je peux appeler les ressources humaines. Donc, il y va de soi que nous puissions aussi agir sur le futur. D'ailleurs, agir sur le futur, c'est le slogan de notre think tank. Donc, c'est dans ces perspectives, en fait, de pouvoir travailler parce que seul le travail paye. Et j'ai eu la chance au Sénégal de rencontrer le Cheikh Tidiane Gadio, qui a été ancien ministre des Affaires. C'est du Sénégal que vous arrivez à Abidjan. Je suis rentré du Sénégal. Cheikh Tidiane Gadio, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, qui est un panafricaniste éclairé, lucide, sans violence, mais qui parle fièrement de l'Afrique, qui explique le potentiel de l'Afrique. Et je retiens cette phrase qu'il me disait lors de l'entretien que nous avons eu en disant que Aziz, Cheikh Anta Diop a lancé un appel à la jeunesse en disant « Armez-vous de science jusqu'aux dents ». Ce qui veut dire que nous devons continuer de cultiver le savoir, continuer de cultiver la connaissance parce que c'est de là que le salut de l'Afrique viendra. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse africaine est arrivée, sinon arrive à cultiver ce savoir, cette connaissance, cette science qui va permettre à l'Afrique de s'affranchir, de se développer? Je crois que partout dans le monde, vous allez trouver des Africains très brillants, au sommet partout. L'Afrique fait énormément d'efforts. La jeunesse africaine aujourd'hui a vraiment cette ambition, cette volonté de trouver des mécanismes endogènes, de trouver des formules endogènes pour se développer. Vous êtes aussi acteur de la jeunesse politique au Burkina Faso. Absolument. Vous êtes vice-président de la NAFA, qui est la nouvelle alliance du Faso, qui a été créée en 2015 par le ministre Djibril Bassolé. Et vous êtes précisément le vice-président en charge des questions d'employabilité de la jeunesse. Alors, que devient cette formation politique? Aujourd'hui, la situation politique au Burkina Faso a connu quand même certains soubresauts parce que nous avons vécu 2 coups de force en l'espace d'1 an. On peut se permettre de dire que nous avons eu pratiquement 3 présidents en 2 ans. Donc, depuis le premier coup de force, les activités politiques sont suspendues.
Donc aujourd'hui, l'ambiance politique au Burkina Faso est au ralenti, alors qu'après ces coups de force qui ont été perpétrés, la constitution d'abord suspendue a été rétablie, mais aujourd'hui, force est de reconnaître que il y a une certaine opinion qui estime que toutes les difficultés que notre pays rencontre est du fait d'une mauvaise gestion des politiques. Donc, les politiques Vous êtes de ce même avis? Je ne suis pas de cet avis parce que j'estime que la politique est un engagement citoyen. Et il y en a qui font de la politique politicienne, mais à travers la politique aussi, on travaille à éduquer, on travaille à l'enracinement de la démocratie, on travaille à éclairer les populations et tout citoyen pourrait éventuellement apporter sa contribution à la construction d'un pays. Est-ce que vous ne le dites pas parce que vous êtes un acteur politique? Si vous étiez un acteur de la société civile, est-ce que ça aurait été le même langage pour vous? Je vous l'ai dit, la politique pour moi est un engagement citoyen. On n'a pas une rémunération qui nous revient. C'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup d'engagement et c'est une exposition parfois, que ce soit de votre vie, que ce soit de vos proches. Ce sont certains dangers et parfois vous n'avez même pas le temps pour votre famille, pour vos proches. Donc c'est quelque part, je peux dire que c'est un sacerdoce. Maintenant, il faut le dire, dans toute œuvre humaine, il peut y avoir des imperfections, il peut y avoir des choses qui n'ont pas marché. Mais nous devons tous dans cet esprit travailler à l'enracinement, à renforcer la démocratie parce qu'on dit que si la démocratie, elle n'est pas nourrie d'espoir, elle pourrait éventuellement être nourrie de peur. Quoi qu'on dise aujourd'hui, la démocratie, c'est l'un des meilleurs systèmes. Maintenant, nos pays sont dans un processus d'enracinement de la démocratie. Bien sûr, on voudrait atteindre certaines puissances qui ont une démocratie un peu plus forte, où les institutions sont un peu plus fortes. Ce serait ce qui est souhaité. Tout à l'heure, vous nous disiez que la vie politique au Burkina Faso est au point mort actuellement. Absolument. Parce que les autorités en place ont décidé de suspendre toute activité. Les activités politiques sont suspendues. Est-ce que vous pensez que la décision elle est juste? La constitution de notre pays a été rétablie et la constitution quand même permet aux partis politiques qui sont reconnus par le ministère de l'administration territoriale, comme la NAFA, de mener leurs activités parce que les partis politiques aussi peuvent constituer des laboratoires d'idées. Mais seulement que les activités actuellement sont suspendues. Oui, seulement les activités sont suspendues. Est-ce que c'est juste cette suspension? Je pense humblement que ce n'est pas juste parce que, comme je l'ai dit, les partis politiques peuvent apporter une certaine contribution. Aujourd'hui, dans la situation sécuritaire que le Burkina Faso traverse, il faut reconnaître qu'il y a des politiques qui peuvent proposer des solutions, puisque les politiques se retrouvent dans... Vous pensez à un nom? Non, pas forcément. Parce que je suis de ceux-là qui pensent qu'avec toutes les difficultés que nous traversons, il est bien que dans chaque domaine précisément, on puisse travailler à trouver des personnes ressources qui pourraient accompagner. Parce que lorsqu'on rentre dans le culte de la personnalité, ça peut être de mon point de vue assez risqué. Chacun, et vous pouvez dans cet état d'esprit-là, frustrer certaines personnes. Les politiques sont représentés jusqu'à la base, que ce soit de la région, que ce soit de la province, jusqu'à la commune. Éventuellement, ces personnes-là peuvent, à travers des mécanismes qui peuvent être soit le dialogue, la concertation, des solutions endogènes, les proposer de telle sorte à ce que le pouvoir central même puisse en bénéficier et que nous puissions anticiper et qu'on puisse aussi sortir de certaines situations de crise. Quel est votre commentaire, votre regard sur la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Burkina Faso? Nous sommes très inquiets de la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Et il faut le dire parce que la ministre des Affaires étrangères, lorsqu'elle s'est retrouvée récemment, je crois que c'était le 5 mars à Doha, au Qatar, lors d'un sommet des pays qui sont en difficulté, elle a fait le bilan. Nous sommes à près de 1 850 000 déplacés internes.
nous nous retrouvons dans une situation où nous avons près de 6200, si je ne me trompe pas, établissements qui sont fermés. Nous nous retrouvons à avoir près de 200 centres de santé qui sont fermés. Donc, ça vous laisse imaginer toute cette quantité de difficultés, toutes ces personnes, tous ces élèves aujourd'hui qui ne vont plus à l'école, ces zones qui sont inhabitées, ces zones qui sont inaccessibles, des zones qui sont sous blocus terroriste, cette situation d'insécurité alimentaire que probablement nous vivons. Et au passage, c'est remercier les amis, les partenaires du Burkina Faso qui continuent d'accompagner le Burkina Faso. Donc, c'est vous dire que la situation sécuritaire du Burkina Faso aujourd'hui, elle est très difficile, elle n'est pas du tout reluisante. Il faut avouer aussi que les autorités font de leur mieux parce que, bien sûr, avec la situation qui prévaut, il faut saluer le courage, l'engagement, la détermination des forces engagées sur le terrain. Quand je parle des forces engagées sur le terrain, je parle des forces de défense et de sécurité, je parle des volontaires pour la défense et de la patrie qui donnent de leur vie pour sécuriser notre pays aujourd'hui. Donc cette situation nous inquiète sérieusement et aussi devrait inquiéter davantage nos voisins parce que le Burkina Faso est un pays enclavé et on est entouré par les autres pays. Alors là, vous dressez un tableau pas du tout Il n'est pas du tout reluisant. De la situation sécuritaire au Burkina Faso. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce qu'en 2015, avec l'arrivée au pouvoir de Roch Kaboré, cela a suscité beaucoup d'espoir auprès des populations qui ont pensé que ça allait être une solution contre l'insécurité au Burkina Faso. Mais on a vu que c'est à la suite de son arrivée que les attaques djihadistes se sont amplifiées. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? L'avènement du président Roch Kaboré, il faut dire que beaucoup de personnes ont misé sur le fait qu'il était dans les arcanes du pouvoir pendant très longtemps. Donc, ces militants ont présenté l'expérience de son groupe parce qu'il faut avouer qu'il était avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, par son âme, Salif Diallo. C'était un des ténors du CDP avec le président Blaise Compaoré. Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou, plus le président Roch Kaboré. C'était quand même un trio où certains ont estimé que vu qu'ils sont restés aux côtés du président Blaise Compaoré pendant longtemps, ils ont quand même l'expérience dans la gestion du pouvoir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2015, si ma mémoire est bonne, je crois que la première attaque, c'était à Samourouguan. Mais l'attaque qui a été vraiment connue, qui a été vraiment publique, qui a un peu choqué l'opinion, c'était celle du café-resto sur Kwame Nkrumah, qui a un peu choqué quand même l'opinion. Les gens se sont dit, tiens, donc 2015 a marqué un peu le début des attaques terroristes. Roch a été incapable tout au long de sa gouvernance, parce que les gens ont pointé du doigt son incapacité à faire face aux attaques djihadistes. Mon analyse par rapport à cette situation, c'est que il y a eu une période pendant laquelle quand le Burkina Faso était attaqué, à cette époque, il était loisible d'indexer certaines personnes comme étant responsables de ces attaques terroristes, dont le pouvoir déchu. Donc, nous avons perdu énormément de temps à nous entre-déchirer, à nous auto-accuser, pendant que la menace était en train de prendre forme. C'est l'analyse que je peux avoir pendant qu'il y avait des poches de radicalisation dans certains endroits, pendant qu'il y avait la menace se faisait ressentir dans certains endroits. Il y a certaines localités où vous allez même retrouver que ce sont des problèmes de famille. Il y a certains qui estiment que certains sont des esclaves, d'autres sont d'une race supérieure. Je m'excuse l'expression, les problèmes de caste. Vous allez retrouver beaucoup de petites difficultés. On a aussi laissé, probablement dans certains endroits, des personnes prêcher au point d'avoir une certaine influence, alors qu'il fallait rapidement circonscrire ces
ces poches de radicalisation et agir là-dessus. Est-ce que des actions ont été menées dans ce sens par le régime à votre avis? À l'époque, je ne pense pas, parce que ce qui était... on accusait beaucoup plus des personnes qu'on agissait sur la situation jusqu'à ce que la situation prenne forme et qu'on se dise que attention, est-ce que c'est pas, on n'est pas sur une analyse erronée, parce que je pense que le diagnostic a été mauvais, l'analyse de la situation était mauvaise, on a perdu énormément de temps et pendant ce temps, ces groupes, on a bien l'impression qu'ils étaient bien organisés, ils ont réussi à s'implanter dans beaucoup de localités, ils ont réussi à travailler, à avoir la confiance de certaines populations, il faut l'avouer, et après, pour les déloger, ça devenait un peu plus difficile. Alors, vous estimez que cela est dû aux querelles entre les hommes politiques? Querelles entre certains leaders qui ont estimé à un moment donné qu'un en voulait à l'autre ou ce groupe en voulait à l'autre. Donc, le temps perdu pour s'auto-accuser au lieu de se retrouver pour trouver des pistes de réflexion, des pistes de solution. Je vous avoue que nous étions permanemment accusés, parfois au téléphone, il y en a qui n'hésitaient pas à nous le dire, parfois lors de conférences de presse, on n'hésitait pas à indexer. Il était loisible d'entendre que c'est ceux-là qui manœuvrent avec des forces obscures pour attaquer le Burkina Faso. Alors, quel est votre regard sur le capitaine Ibrahim Traoré qui dirige en ce moment le Burkina Faso? À votre avis, qu'est-ce qui le différencie de Paul-Henri? Je ne souhaiterais pas procéder à des comparaisons parce que chacun a ses méthodes, chacun a sa manière de fonctionner et je pense qu'ensemble, ce qui est dit, c'est que le premier coup de force a été perpétré par le groupe du capitaine Ibrahim Traoré qui aurait porté le lieutenant-colonel Damiba au pouvoir. Donc j'estime qu'ils ont collaboré à un moment donné, ils ont travaillé ensemble parce que je crois que le capitaine Ibrahim Traoré était celui qui commandait l'artillerie lourde du côté de Kaya qui se trouve à 100 km. Je voudrais qu'on s'éloigne des comparaisons de personnes parce que le Burkina Faso en souffre énormément. Chaque nouveau régime qui arrive jette l'anathème sur l'ancien, promettant de faire beaucoup mieux alors que parfois ça peut ne pas être le cas. Je m'inscris beaucoup plus dans la démarche de dire que tous ces régimes peuvent être complémentaires en termes d'idées. Vous verrez qu'aux États-Unis, celui qui arrive, il fait appel aux anciens, ils se partagent les idées, ils échangent. Au Ghana, à côté, vous allez voir les anciens présidents qui se retrouvent pour discuter, pour trouver les solutions, pour trouver les formules. Ce que je peux dire du capitaine Ibrahim Traoré, c'est que très rapidement, lors de ses premières prises de parole, je pense qu'il a su redonner espoir aux populations. Chose que Paul-Henri n'a pas su faire. Je ne peux pas vous dire qu'il n'a pas su le faire parce que lorsqu'il prenait le pouvoir aussi, beaucoup de gens l'ont adulé. Et on peut même aller jusqu'à dire que... Pour combien de temps? Pour seulement 8 mois? Vous savez, les opinions dans nos pays sont plurielles. Quand je dis qu'elles sont plurielles, surtout au Burkina Faso, il faut faire très attention parce que quelqu'un peut vous applaudir à 8 h et à midi, il va vous rejeter. C'est une interpellation à l'endroit d'Ibrahim Traoré que vous faites? Pas forcément. Je l'explique par rapport à quoi? J'ai des amis dans le milieu des journalistes au Burkina Faso. Nous avons regardé certaines vidéos. Nous avons retrouvé les mêmes, certaines personnes qui étaient sorties scander le nom du président Damiba, Damiba au pouvoir, en humiliant le président Roch Kaboré. On a retrouvé ces mêmes personnes quelques mois après qui sont sorties parler mal du président Damiba et encenser le capitaine Ibrahim Traoré. Donc c'est vous dire comment... Peut-être que... les autres, moi je parle de ces mêmes personnes. Et il y a rapidement... Mais peut-être qu'après, Damiba a déçu ces personnes-là. C'est pour vous dire en même temps que on vous jugera par rapport à vos résultats. Est-ce qu'il n'a pas été décevant pour la population du Burkina Faso? Je parle bien sûr de Damiba. Il n'a pas déçu les espoirs. Une chose est sûre, le président Damiba, quand il est arrivé,
D'ailleurs, même ce coup d'État, il n'y a eu aucune opposition, alors que le président Roch venait d'être élu, je pense, 1 an, avec un score quand même assez intéressant, des militants qui le soutenaient, qui l'accompagnaient. Il n'y a eu aucune résistance. Nous l'avons analysé, on était quand même assez surpris que le super parti au pouvoir soit renversé et qu'il n'y ait pas de militants qui interviennent. On s'est dit que bon, tiens, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une grande opinion qui était dans l'optique de se dire qu'on n'est pas satisfait de ce qui est en train de se passer? Peut-être évoluons vers de nouvelles perspectives. Et voilà, comme je dis, hein, on vous juge en fonction de vos résultats, et surtout sur la situation sécuritaire. Parlons des résultats, est-ce que vous pensez que les résultats actuels du président Ibrahim Traoré sont satisfaisants pour vous? Il y a beaucoup d'espoir, il y a un esprit de résilience, mais il faut avouer que les attaques terroristes se sont multipliées au Burkina Faso. Les analystes l'ont fait. Il y a eu beaucoup plus d'attaques. C'est vrai qu'on peut dire aussi que les... Plus d'attaques que sous le régime d'Amiba? Absolument. Et comment vous interprétez cela? Et les bilans sont beaucoup plus violents parce que... Et comment vous interprétez cela? Est-ce que ça dit que Damiba était encore mieux et maîtrisait mieux la situation, contrairement à Ibrahim Traoré? Vous savez, comme je vous ai dit, moi je voudrais, dans la situation que nous sommes en train de traverser, qu'on évite de comparer, qu'on évite de jeter l'anathème sur une personne par rapport à cette situation. Je pense plutôt que chacun peut apporter sa contribution. Je me dis même que quand on a occupé certaines fonctions à un certain niveau de responsabilité, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons écouté la sortie médiatique du président Damiba, où selon lui, il a eu des méthodes dans le silence sans pour autant les laisser savoir par une certaine opinion, c'est-à-dire le dialogue, la concertation dans des localités pour travailler à la déradicalisation de ces populations. Moi, je trouve aussi que ça peut être une démarche aussi qui peut être adoptée. Donc, chacun ayant sa méthode, ils sont tous des militaires. Je crois que à travers l'harmonie, la synergie des forces, la synergie des compétences, je crois qu'ils peuvent s'entraider. Et vu que nous nous retrouvons dans une situation très difficile, il est important de s'éloigner de qui a apporté l'idée, qui n'a pas apporté l'idée, mais de voir la pertinence des solutions qui peuvent être apportées au pays aujourd'hui. Il y a des localités où le dialogue peut marcher à travers des autorités morales, à travers des personnes ressources. Il y a des localités aussi où probablement c'est la force de feu qui peut faire imposer le respect et la considération. Donc en unissant, je pense, les forces, on peut travailler à réussir. Et aussi, les forces, ce n'est pas uniquement même chez nous au Burkina Faso. Il faut aussi se dire que les pays voisins peuvent nous accompagner davantage parce qu'on sait que ces pays nous aident déjà. On peut travailler à ce que les états-majors, à ce que au sommet de l'État, il y ait davantage d'accords pour faciliter en fait certaines opérations et qu'il y ait des opérations conjointes. C'est bien noté. Alors, tout à l'heure, vous parliez des VDP, oui, les volontaires pour la défense de la patrie. Oui. Vous avez eu un jugement, selon ce que vous avez dit, un jugement un peu appréciatif du travail qu'ils font, de leur engagement pour la restauration de la sécurité au Burkina Faso. On sait que la France a refusé d'aider ces supplétifs-là pour combattre une demande qui a été faite par le gouvernement du Burkina Faso. Et on parle de plus en plus de Wagner du côté du Burkina Faso. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Au Burkina, ce qui est dit, c'est que ce sont nos VDP là qui sont nos Wagner. Parce que... Cela veut dire quoi? Que le Wagner que nous connaissons, qui vient de la Russie, ils ne sont pas les bienvenus au Burkina Faso. Quand vous dites que les VDP sont vos Wagner. La démarche que nous avons au Burkina Faso aujourd'hui a été la démarche du recrutement de ces supplétifs de défense au niveau local. Et ces personnes-là, encadrées par les forces de défense et de sécurité, une formation accélérée
parce que nous avions constaté que on pouvait trouver que 4 ou 5 personnes viennent avec des mobylettes. Vous imaginez 5 motos, un village remballe, un village dégage, tout le monde fuit, tout le monde court. Donc l'idée de circonscrire la menace, c'était d'avoir des personnes ressources locales, des personnes de bonne moralité, encadrées par les forces de défense et de sécurité dans des villages, de telle sorte à ce que cette résistance-là même se fasse de manière locale. Parce qu'à un moment donné, vous imaginez que quand c'est ton village, quand c'est ta terre, quand c'est chez toi, l'engagement que tu peux avoir à le défendre est totalement différent de toute autre chose. Mais ils ne sont pas équipés. Comment ils peuvent arriver à il y a un travail progressif qui est en train d'être fait pour les équiper. Il y a aujourd'hui des villages qui tiennent par la force de résilience de ces VDP, il faut l'avouer. Parce que de 2 mots, il faut choisir le moins de mal. Souvent, nous entendons « Ah, est-ce qu'il n'y a pas de risques après que des armes qui aient été données à des personnes » Parce qu'ils ne sont pas aussi formés, il faut le dire. Non, ils ont une formation accélérée. Ils ont une formation accélérée et vous savez que rien ne vaut l'engagement, la détermination et cette force patriotique-là pour sauvegarder, pour sauver en fait son village. Alors, on parlait de Wagner. L'État burkinabé ne cache pas sa volonté de se rapprocher de cette milice russe. Nous n'avons pas cette information au Burkina Faso. Le Premier ministre du Burkina Faso a été en Russie. Il a même tenu des propos, il a dit que c'est une bonne raison pour le Burkina Faso J'ai souvenir que le Premier ministre s'est rendu en Russie. Alors c'était pourquoi, à votre avis, si ce n'est pas une volonté de se rapprocher de Wagner? Est-ce que la Russie, c'est Wagner? Parce que ce que nous avons comme information, c'est que Wagner est une société privée de sécurité. Je crois que le Burkina Faso collabore avec la Russie depuis, je ne sais plus, c'est 1900 combien encore. Mais nous avons des relations avec ce pays, comme nous avons des relations avec d'autres pays. Et l'ambassade de Russie qui coiffe le Burkina Faso a résidence à Abidjan ici. Donc, ce sont des collaborations qui ont toujours existé, collaborations militaires, collaborations techniques. Et vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'étudiants africains à l'époque qui sont allés se former. Vous êtes contre un rapprochement? Je ne suis pas contre quelqu'un. Je suis pour mon pays. Si votre pays veut se rapprocher de Wagner? Je suis pour mon pays. Maintenant, on entend aussi des jeunes du Burkina Faso en train de faire appel à cette société de venir en aide au Burkina Faso. Je suis dans une analyse que je considérais comme lucide. Et en même temps, vous dites qu'il y a des jeunes qui appellent à Wagner. Vous allez trouver aussi que beaucoup de personnes estiment aujourd'hui au Burkina qu'au vu du recrutement massif des VDP, au vu de l'engagement et de la volonté des populations elles-mêmes de contribuer à la défense de la patrie, il n'a pas été demandé le départ des troupes françaises au Burkina Faso. Vous en faites partie, vous faites partie de ces personnes-là? Pour les remplacer par qui que ce soit. Il y en a qui le disent qu'il ne s'agit pas de quitter une tutelle pour aller vers une autre tutelle, mais de travailler à avoir des mécanismes endogènes pour bien sûr sécuriser notre pays, parce que vous le savez très bien, l'aspect sécurité, c'est la première même des souverainetés qu'on pourrait éventuellement avoir. Alors pour vous, si je vous comprends bien, la souveraineté au Burkina Faso ne passe pas par un rapprochement avec Wagner ou la Russie, c'est ça? Je vous dis que le Burkina Faso, aujourd'hui, travaille à diversifier ses relations avec d'autres pays. Le Burkina Faso s'ouvre à d'autres pays. Le Burkina Faso n'est pas contre tel pays, le Burkina Faso n'est pas contre tel pays. C'est vrai qu'il peut y avoir... Est-ce qu'on peut dire véritablement que le Burkina Faso n'est pas contre un pays si le Burkina Faso fait partie, l'ambassadeur de la France
au Burkina. Le Burkina demande également aux militaires français de rentrer. C'est vrai qu'il y a eu la dénonciation des accords militaires français, il y a eu la demande de rappel de l'ambassadeur français. Toutes ces actions, de mon point de vue, peuvent éventuellement mettre à mal les relations qui peuvent exister entre le Burkina Faso et la France. Il faut l'avouer, ça peut mettre à mal les relations et ça peut être interprété de plusieurs manières. Maintenant, moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut travailler. Et la question sécuritaire aujourd'hui ne peut se résoudre que par la solution militaire. Il faut penser à ce que je vais appeler la solution diplomatique, la solution même des mécanismes endogènes. La solution diplomatique peut être sous-régionale par l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine et aussi les amis et les partenaires du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, il faut travailler à avoir un discours assez pondéré, un discours assez modéré, de telle sorte à pouvoir mobiliser le maximum de partenaires pour accompagner le Burkina Faso. Tel est mon discours à moi. Maintenant, c'est ma perception, c'est ma vision des choses. Nous n'avons pas besoin de nous mettre à dos qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin d'avoir... On a déjà assez de difficultés dans notre pays pour peut-être se retrouver dans des formules où il y a des relations qui se seraient effritées. Parlant de stratégie, de méthode pour que la sécurité soit restaurée au Burkina Faso, certains observateurs pensent qu'il faut impliquer Blaise Compaoré. Pourquoi pas? Je vous dis, moi, mon point de vue, je n'ai pas un antagonisme avec qui que ce soit à un certain niveau. Quand on dit que ta maison est en train de prendre feu là, est-ce que tu vas chercher de l'eau minérale pour venir éteindre le feu? Blaise Compaoré a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans. Moi, je n'ai pas une relation particulière avec le président Blaise Compaoré. Mais pour avoir dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans, probablement, il a pu acquérir une certaine expérience, il a pu avoir certaines connaissances, il a pu connaître des gens. Donc, je me dis que le consulter, demander sa contribution par rapport à la situation de sécurité qu'il y a, je crois que ce n'est pas quelque chose qui doit être extraordinaire. Et comme je l'ai dit, aucune main n'est de trop. Votre pays est en train de... Consulter Blaise Compaoré, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous minimisez son implication? Vous voulez dire quoi? Que son implication ne va rien changer? Non, vous ne m'avez pas compris. Alors, est-ce que son implication va changer quelque chose? J'ai voulu vous dire que le président Blaise Compaoré a dirigé le Burkina Faso 27 ans. Pendant 27 ans, ce n'est pas 27 jours. Il y a de l'expérience. Il y a des choses dont on peut en tirer, il y a des enseignements qu'on peut en tirer, il y a des expériences qu'on peut en tirer et il y a des choses aussi qui n'ont pas marché, comme toute œuvre humaine. Maintenant, quand je dis que le consulter, ce n'est pas extraordinaire, c'est pour dire qu'il ne faut pas en faire un problème de telle sorte à ce que ça puisse... Voilà. D'accord. Aujourd'hui, si on peut le consulter pour qu'il apporte une contribution, si ça marche, c'est tant mieux. Est-ce que justement, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça pourra changer quelque chose quand on sait qu'il y a certaines populations qui appellent Blaise à purger sa peine? Vous le savez, il a été condamné à la prison à perpétuité dans l'affaire Sankara. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça ne va pas changer quelque chose? Qu'est-ce qui coûte d'essayer? Je ne suis pas décideur, mais je dis consultons toute personne qui serait susceptible de nous aider, de nous accompagner. Vous voyez, parfois nous pouvons passer à côté d'une solution. Je ne sais pas s'il a la solution ou pas. Je ne sais pas qu'en est-il de ce qu'il adviendra, de ce qu'il va proposer. Mais pourquoi? Vous imaginez que quand il y a une situation aussi difficile, il faut qu'on puisse ce que j'appelle transcender nos divergences. C'est le même pays. Ce sont les mêmes, et encore, ce sont pratiquement les mêmes acteurs qui étaient ensemble, sauf aujourd'hui, bien sûr, cette nouvelle classe de ceux que j'appelle mes promotionnaires qui sont au pouvoir.
Nous ne faisons pas partie de certaines bagarres ou de certaines histoires ou de certaines choses qui se sont passées entre eux. Ce sont nos aînés. Et parfois, on peut être jeune, on peut croire savoir, on peut croire maîtriser, mais je puis vous garantir que l'expérience aussi, ce n'est pas de trop. Donc, aucune main n'est de trop dans la résolution de cette crise. Votre idée sur la fédération qui est envisagée par le Burkina Faso et le Mali et puis un peu la Guinée? Toute œuvre allant dans unir les forces, unir les énergies, est à saluer. D'ailleurs, je voyais à la télé... Vous saluez cela? Il faut vous appeler à la mise en place de cette fédération? J'arrive. Toute œuvre humaine, comme je vous l'ai dit, est à saluer. D'ailleurs, je voyais hier que des autorités maliennes étaient au Burkina Faso pour partager encore des expériences et marquer leur OK dans le partage même du matériel qu'ils auront, être disponibles les uns pour les autres à travailler ensemble. Moi, je suis pour une fédération de toute l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Pas que j'ai une priorité pour un tel ou un tel. Aujourd'hui, moi, j'appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus de cohésion, beaucoup plus de synergie d'action entre les pays d'abord voisins du Burkina Faso, que les états-majors puissent travailler en parfaite collaboration, avoir des actions communes, des actions conjointes, qu'on puisse s'épauler, qu'on puisse s'entraider. Parce qu'il y a un proverbe ivoirien même qui dit que quand la case de ton voisin brûle, à toi de l'aider à éteindre le feu, de peur que ce feu ne puisse s'attaquer toi-même à ta case. Alors, on va s'arrêter à ce proverbe. C'est un esprit où on doit s'épauler nous tous. Et aujourd'hui, on montre beaucoup plus un panafricanisme où on ne doit pas être avec un tel, on ne doit pas être avec un tel. De mon point de vue, c'est le cas au Burkina. Vous savez, moi, je parle de ce que j'assume, de ce que je voudrais diffuser ou de ce que je voudrais... Je vous demande si c'est le cas au Burkina. De ce que je voudrais partager comme ambition ou comme idée. C'est le cas au Burkina. Moi, je vois le panafricanisme comme étant l'union, la cohésion, la fraternité, l'amitié entre les pays, tout en acceptant les autres en fait. Est-ce que vous voyez? Le Burkina est actuellement loin de ce panafricanisme dont vous parlez. Vous trouverez des gens qui sont dans des postures un peu radicales où il faut être contre un tel. Si on vous aperçoit avec un tel, vous êtes un apatride. Si vous dites ceci, vous êtes cela. Moi, je ne suis pas de cela. Moi, je suis dans un esprit où je crois que tous ensemble, sur cette terre-là, dans ce monde-là, on peut dialoguer, on peut discuter, on peut trouver des formules pour régler nos différends, on peut travailler à s'élever ensemble. Je ne suis pas dans certains extrémismes que je regrette et que je condamne d'ailleurs. Je profite même pour interpeller ceux qui ont des messages de violence sur les réseaux sociaux dans nos différents pays, à ce qu'on travaille à davantage de cohésion, davantage d'union parce que nous en avons besoin. L'Afrique a un potentiel énorme. Il ne faut pas que les énergies de cette jeunesse africaine-là se dispersent dans des combats violents, alors que, comme Cheikh Anta Diop l'a dit, on peut s'armer de science jusqu'aux dents. Merci beaucoup, Aziz Dabo, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et puis c'est bien sûr avec plaisir que je serai de retour dans vos locaux pour qu'on puisse échanger, mais qu'on échange aussi davantage sur les questions de jeunesse. Merci, ça sera fait, ça sera fait. On va chercher des occasions pour aborder ces questions. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur exécutif du think tank Prospective. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligent TV. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.